Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous faire le plaisir d'être là aujourd'hui pour parler du CRM et des enjeux dans l'éducation et l'enseignement supérieur. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive et se connecte au live. Donc, je suis ravi de vous accueillir sur cette plateforme Meet Your School. Pour ceux qui sont déjà arrivés, vous pouvez utiliser le chat. Voilà, sur le côté. Je vais vous mettre un petit message. N'hésitez pas, pendant le live, à nous envoyer vos petites questions, à nous mettre des petits pouces bleus aussi, si vous le souhaitez. On va commencer le live d'ici 3 minutes. Alors, bonjour Janice, tout le monde qui commence à se connecter. Voilà, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Nathalie. Voilà, on retrouve un petit peu les habitués. Voilà, je vois que tout le monde commence à prendre en main le chat, c'est parfait. Pas mal de gens qu'on a pu voir en décembre au théâtre de l'Européen. On était ravis de vous y retrouver. Hop. Bonjour tout le monde. On se laisse encore une petite minute, il y a encore pas mal de gens qui arrivent. Hop. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Julien. Bonjour Baptiste. Voilà, je vois qu'il y a. Voilà, on va arriver à un petit seuil suffisant. Et voilà, les 3 minutes d'attente sont passées. Donc, encore une fois, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce nouvel événement du collectif Expérience étudiante. On est ravis de vous accueillir ce matin, plutôt cette fin de matinée, pour échanger aujourd'hui sur les enjeux du CRM. Et je ne suis pas seul, puisque je suis bien accompagné. Je suis accompagné de mes 3 speakerines ou speakers, qui auront le plaisir de nous partager un petit peu leurs connaissances, leur expérience et leurs idées sur toute cette thématique-là. Alors, il faut savoir qu'on a depuis 3 mois travailler sur une étude complémentaire à ce webinaire qui vous sera diffusée à la suite de cet événement. Vous recevrez dans votre boîte mail un petit PDF de 32 pages qui sera uniquement dédié au CRM sur l'usage et la performance dans l'enseignement supérieur. C'est un travail de longue haleine sur lequel on a analysé beaucoup de data. Encore une fois, merci Florence pour ce travail très précieux qu'on a pu avoir sur tous ces chiffres. Je suis sûr que ça va vous donner beaucoup de matière à toutes et à tous pour réfléchir à vos stratégies dans le futur. Et donc, on est ravis aujourd'hui de vous dévoiler ça et de répondre en live à toutes vos questions. Donc, aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que je peux te laisser te présenter un petit peu à notre audience? Comme ça, on fait les présentations en même temps. Oui, bien sûr. Donc, Magali Guéné, je suis la responsable de la promotion et de la prospection pour l'Université catholique de l'Ouest sur les périmètres de campus d'Angers et de Nantes. Super, merci Magali. On a le plaisir d'accueillir Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc moi, je suis Aurélie Bockel, je suis chargée de promotion et prospection à l'UCO pour les campus d'Angers et Nantes. Et donc, on travaille toutes les deux avec Magali. Super. Et du coup, j'en vais finir par Florence.
Bonjour à tous. Qu'on ne présente plus, mais qui va évidemment se présenter. Je suis donc la fondatrice d'Oscar CRM et je travaille plus largement dans l'enseignement supérieur depuis 20 ans. Voilà, merci à toutes les trois. Comment ça va se dérouler notre petite session aujourd'hui? Très simple, toujours un peu les mêmes programmes. L'idée, c'est que je revienne sur le collectif parce qu'on a toujours des petits nouveaux, des petites nouvelles qui se connectent et qui n'en savent pas forcément beaucoup sur notre collectif qui existe maintenant depuis 2020. On balayera ensemble les quelques chiffres clés de cette étude et ensuite on laissera place pour la plupart du temps à un échange sur justement cette thématique et cette étude. Évidemment, je vous le rappelle et je vous le rappellerai encore pendant ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. L'idée, c'est que ce soit interactif. Si on organise ces lives, c'est aussi pour qu'on puisse vous laisser la parole. Du coup, sans plus attendre, je vous présente ou représente le collectif Expérience étudiante. C'est une structure qu'on a créée en 2020 pendant le Covid avec plusieurs regroupements de plusieurs entreprises. Le but, c'est vraiment de pouvoir échanger sur cette thématique et ces problématiques dans l'enseignement supérieur qui sont liées à l'expérience que vous allez pouvoir proposer tout au long du cycle de vie d'un jeune qui va rentrer et sortir de vos établissements. Donc, le collectif, aujourd'hui, il est composé de 4 membres. Du Figaro Étudiant Pro, qui est clairement le partenaire communication de vos recrutements auprès des futurs étudiants. On a Meet Your School, qui est la solution, évidemment, on ne peut pas faire mieux que vous utilisez là aujourd'hui, qui va vous accompagner sur vos événements tout en un. Et on a un outil qui est conçu spécialement pour les établissements de l'enseignement supérieur. Je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui l'ont utilisé ici. Évidemment, Oscar Campus, qui est le numéro 1 en termes de CRM sur le SUP, et Magma, qui est une solution qui va vous permettre de convertir vos prospects grâce à vos ambassadeurs. Voilà, petite page présentation terminée. Je vais vous parler du prochain événement. Donc, pour ceux qui ont un agenda sous les yeux, je vous invite à noter cette date du jeudi 27 juin. On réorganise une matinée de conférence de 9h à 14h. L'idée, c'est qu'on puisse conclure cet événement par une petite pause déjeuner comme d'habitude. Pour ceux qui étaient là en décembre, vous connaissez le format. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez tout de suite scanner le petit QR code qui s'affiche à l'écran. On vous enverra également dans l'email de retour le lien pour vous inscrire. L'idée, c'est que ce soit comme l'autre fois, une matinée de conférence où on fait intervenir des gens du monde de l'éducation supérieure pour que vous puissiez vous rencontrer, parler et débattre sur toutes ces thématiques qui vous animent tant. Voilà, la page présentation et promotion étant terminée, je vais donner maintenant la parole à Florence qui va nous parler des chiffres clés qu'on a highlightés sur cette étude. À toi, Florence. Merci, Edouard. Alors, première info sur laquelle nous étions assez surpris, c'est qu'aujourd'hui, 72% des établissements d'enseignement supérieur sont équipés d'un logiciel CRM. Alors, quand on parle d'établissements, on parle autant d'écoles privées que d'IAE, que de CFA, que d'universités. Donc, on voit bien que le CRM aujourd'hui est devenu un enjeu majeur pour tout le secteur. Mais attention, quand on parle CRM, on parle à la fois de stratégie, mais également de logiciel, puisque l'un ne va pas sans l'autre et que lorsqu'on s'équipe d'un logiciel, sans stratégie, on ne va pas aller loin. On parle également, à travers cette notion, aussi bien de la gestion des recrutements et des candidatures que de tout ce qui va être gestion des étudiants, des alumni, des relations entreprises, des prescripteurs, etc. Donc aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a un besoin au sein du secteur de centraliser l'ensemble des informations que capture l'établissement lors de ses actions de communication, de gagner du temps en améliorant tout ce qui est saisi, puisque les fiches sur les salons qu'on devait retaper, c'était quand même très chronophage et source d'erreurs. Qu'on souhaite aussi historiser tous les points de contact qu'on a avec les personnes que l'on croise. Pourquoi ? Tout simplement pour automatiser de la communication dessus et suivre ces indicateurs de performance. Aujourd'hui, les budgets sont pas énormes, donc à un moment, il faut rationaliser tout ça et savoir comment on va mieux convertir les leads qu'on obtient. Donc, ce qu'on en conclut et ce qu'on voit, nous, de notre côté purement EdTech, c'est que le CRM, ce n'est pas qu'une tendance, mais que c'est devenu un outil qui est indispensable à tous les établissements d'enseignement supérieur pour poursuivre leur croissance.
D'ailleurs, à ce sujet, on voit qu'on a des bases de données qui sont de plus en plus denses, avec, par exemple, c'est des moyennes qu'on a tirées à partir des chiffres qu'on observe chez Oscar CRM. On voit aujourd'hui que chaque année, les établissements gèrent en moyenne 30 000 contacts pour toutes les problématiques de recrutement. Bien évidemment, tout dépend de la taille des établissements, c'est un chiffre moyen. Sur les relations entreprises, on va être sur des chiffres moins élevés, ce qui est normal, puisque sur la dimension recrutement, c'est des contacts qu'on a chaque année, qu'on va prospecter, qu'on va relancer, y compris ceux de l'année d'avant, puisqu'un terminal devient par exemple un bac+1 qui peut potentiellement être encore intéressé pour des formations l'année suivante, là où le nombre de contacts des relations entreprises va moins être amené à grossir, comme c'est le cas sur le recrutement. Sur tout ce qui est prescripteur, on voit qu'on a des bases à peu près de 3000 contacts. Donc, ce type d'action va permettre aux établissements de communiquer envers les lycées, envers les professeurs, pour pouvoir, derrière, leur fournir de l'info sur les programmes que vous faites et en parler auprès des jeunes à même d'intégrer vos établissements. Lors de notre étude, on vous a interrogé, certains d'entre vous ont répondu et on vous remercie, sur l'acquisition par canaux d'acquisition. Donc, c'est vrai qu'on voit que ce qui ressort beaucoup, ce sont les salons étudiants, le site web de l'établissement, les JPO, les campagnes médias en ligne. Ce sont vraiment ces canaux-là qui sont le plus porteurs en matière de génération de leads aujourd'hui. Alors, c'est vrai que certains prêchaient un petit peu la mort des salons. Ce qu'on voit en réalité dans les statistiques, c'est qu'il y a encore beaucoup d'acquisitions qui se fait à travers les salons. Ce sont souvent des contacts qui restent qualitatifs, mais qui vont repasser ensuite sur différents canaux. Je pense notamment sur le site web, puisqu'au final, tout devient complémentaire. Il y a vraiment les canaux qui permettent l'acquisition pure de contacts qu'on ne connaissait pas, et ceux qui vont plutôt permettre de qualifier, de nourrir ces leads-là avec des informations complémentaires et de les amener petit à petit vers la candidature. Quand on croise ces chiffres qui sont du déclaratif auprès des établissements avec ce qu'on a dans les bases de données, on voit qu'effectivement, ça se confirme que vos sentiments d'orienter vos budgets sur ces événements-là, c'est bien là qu'on a pas mal d'inscrits. Voilà, on a d'ailleurs analysé qu'en matière de transformation, ces canaux permettent de transformer entre 5 à 10% les leads en inscrits. Voilà, donc ensuite, tout va dépendre de la stratégie qu'on mène, de la façon dont on va traiter ces leads, et c'est là que vous allez plus ou moins performer. On a fait un petit zoom également sur les JPO. Donc, ce qu'on note, c'est que près de 80% des établissements utilisent aujourd'hui les JPO dans leur processus de recrutement et que 30% des contacts qui viennent s'inscrivent dans l'établissement. Donc là aussi, c'est une moyenne. L'idée, c'est de vous donner des points de repère pour voir si vous vous positionnez au-dessus ou en dessous de ces chiffres. Mais on voit que l'impact des JPO est aujourd'hui toujours présent, que ce soit les JPO en physique ou les JPO dématérialisés qui sont aujourd'hui quand même un vecteur très important, notamment pour les jeunes qui habitent en province, qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer dans les grandes villes, où il faut d'autres moyens pour les toucher, comme par exemple ce que fait Yves Perret avec Meet Your School. Donc, la qualité de l'accueil à ces événements et le fait de bien calibrer ces événements avec un déroulé qui est précis est aujourd'hui essentiel pour maximiser cette transformation. Point suivant sur lequel on voulait vous communiquer des chiffres, c'est tout ce qui est statistique lié à vos actions de marketing direct dans le secteur. C'est vrai qu'on voit beaucoup de chiffres qui sont des moyennes multisecteurs, donc on est allé chercher un petit peu ce qui se passait sur l'enseignement sup. Donc on voit qu'aujourd'hui, nous avons des taux de délivrabilité de 93% et des taux d'ouverture très élevés, puisque 55% des personnes aujourd'hui ouvrent vos mails. Les taux de clics sont là aussi très élevés avec 30% et les inscriptions très faibles et inférieures à 3%. Donc tout ça, c'est assez normal puisque les personnes qui font des demandes d'information ont un intérêt marqué, c'est leur projet professionnel, souvent dont on parle pour ce qui s'agit du recrutement. Donc ces taux ne sont pas surprenants. Pour tout ce qui est SMS marketing, on est là aussi sur des taux qui sont très élevés, avec 89% de délivrabilité, des taux de clic de 22%
et des désinscriptions qui sont très faibles, inférieures à 1%. Donc, on peut se dire que aujourd'hui, tout ce qui est emailing et SMS, ce sont des canaux qui sont toujours d'actualité, contrairement à ce qu'on peut penser par moment, où j'entends les jeunes, ils sont noyés sur les emailing, ils les lisent plus. Si, ils les lisent parce que l'orientation reste quelque chose de très important. Dernier point sur lequel on voulait mettre un éclairage, c'est également l'apparition de WhatsApp qui est là déjà depuis 2-3 ans. Là aussi, aujourd'hui, on est capable de faire des campagnes en masse sur ce support, plébiscité par les 16-24 ans, puisque 80% utilisent cet outil-là, où on observe une délivrabilité de 90% et des taux de réponse de 25%. Donc, c'est vrai que WhatsApp, la logique est un petit peu différente du SMS, puisque le but, c'est de déclencher une conversation, un échange avec les cibles, et on voit que ça fonctionne. Alors, point quand même à préciser, par moment ça fonctionne, pour dire je ne suis plus intéressé par l'établissement, mais au moins ça permet de qualifier les choses, de lâcher l'affaire sur les contacts concernés, de cesser de leur envoyer du mail, etc., etc. Voilà, alors je vois des questions, je vais y répondre tout de suite, tant que j'ai la parole, et après je laisserai la parole à Magali et Aurélie. Est-ce que le SMS transforme mieux à l'inscription que le mailing? En fait, le sujet, c'est que c'est vraiment un tout dans une stratégie où on va utiliser à la fois le mail et le SMS. Par exemple, si on parle d'inscription à un événement, on peut utiliser en premier lieu un email et se dire que si les personnes ne s'inscrivent pas à l'événement, on va faire une relance par SMS parce que peut-être que si elles ne se sont pas inscrites, c'est qu'elles n'ont pas lu le mail ou ne sont pas sensibles à l'email. Donc pour moi, aujourd'hui, ces canaux-là sont complémentaires et c'est justement la façon dont on décrit son process qu'on va pouvoir faire les choses pour maximiser les taux de transformation. Concernant le comment utilisez-vous WhatsApp en masse, qui est une autre question, WhatsApp propose une API depuis 2 ans qu'on a plugué chez nous sur Oscar CRM pour justement pouvoir déclencher ces campagnes. Donc, c'est un connecteur avec votre propre compte pour éviter tout sujet de surfacturation qui va vous permettre là, soit d'envoyer des campagnes massives via WhatsApp, soit de donner la possibilité à vos cibles de vous contacter directement par WhatsApp. Donc, ça peut être, par exemple, le fait de mettre un lien dans un email. On voit qu'un candidat ne finalise pas sa candidature. On va lui dire, vous avez des difficultés à remplir votre candidature. N'hésitez pas à échanger avec un de nos conseillers afin qu'il vous aide. Et bam, on met le petit lien vers WhatsApp et ça va vous permettre de gérer le sujet. Voilà, je laisse maintenant la parole à Aurélie et Magali. J'arrête de vous fatiguer avec la théorie pour avoir un vrai retour d'expérience et toute la théorie, vous la trouverez dans le livre blanc de manière beaucoup plus détaillée. Merci beaucoup Florence. Et pour rappel, du coup, pour ceux qui redemandent, le livre blanc, vous le recevrez directement dans vos emails suite à cet événement. On vous l'envoie demain, le temps qu'on finalise de processer tout ça. Et on mettra également la petite présentation si vous le souhaitez, parce qu'effectivement, les chiffres pour certains sur les écrans, c'est pas forcément très grand. Sans plus attendre, on va effectivement laisser la parole à nos 2 invités pour parler des CRM. Du coup, merci encore Magali et Aurélie d'être là aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ce que vous faites au sein de Luco et de bien comprendre aussi comment tout ça est arrivé. Moi, c'est un petit peu le point de départ quand on a commencé à échanger. J'avais cette première question de savoir comment est-ce que cette réflexion s'est mise en place, à partir de quel moment tout ça s'est déployé. Eh bien, merci à vous de nous donner la parole en tous les cas. On est ravis d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, comment tout a démarré? Donc, l'Université catholique de l'Ouest, au départ, quand on est arrivé sur ce pôle promotion en 2016, n'avait pas forcément des outils pour pouvoir récolter de la donnée, de la data, que ce soit sur les salons, les portes ouvertes. C'était plutôt une démarche d'information et d'orientation sur ces différents événements, mais on n'était pas dans une démarche de promotion et de recrutement du tout. Donc, le premier point de départ, ça a déjà été, on va dire, le changement un petit peu de mentalité, l'accompagnement et puis l'acculturation à ces nouveaux outils qu'on pouvait amener dans le cadre d'une démarche de promotion et de recrutement. Donc, on partait quasiment
de rien, hein, on peut le dire. Donc, il a fallu y aller, on va dire, étape par étape. Donc, il y a eu une étape intermédiaire avant l'obtention d'un CRM tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il y a une étape transitoire qui a duré 3 ans, qui était plutôt une méthode, on va dire, un peu plus artisanale, où on avait mis en place un petit formulaire de collecte de données sur nos différents événements, puis ensuite une rebascule dans le fameux gros fichier Excel qui rebasculait lui-même dans un outil d'emailing. Donc ça a duré quelques années. Ça a duré 3 ans. Et au bout d'un moment, ce fichier Excel commençait à grossir tellement que il pouvait y avoir de la dégradation de données et de la perte de données quand on rebasculait dans un outil d'emailing. Donc, on a souhaité obtenir cet outil CRM qui nous permet de tout centraliser et d'optimiser nos campagnes de communication. Donc, en 2020 exactement, on a opté, donc ça fait pas tant de temps que ça, 2019-2020, on a opté pour l'outil CRM. Donc, c'est passé évidemment par un benchmark de plusieurs solutions qu'on a étudié. Donc, tout y est passé. Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais je peux en citer 3. C'est comme si vous voulez. Et qu'est-ce qui a été déterminant? Moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est sur cette partie, qu'est-ce qui a été déterminant dans les critères pour Luco de gestion, de mise en place? Quels ont été les points un petit peu structurants de cette prise de décision? Alors, ce qui a été déterminant, on voulait, ce sur quoi on était d'accord, on voulait un outil métier, un outil qu'on déformait pas pour notre secteur d'activité, mais qui était plutôt très proche de notre secteur d'activité. Okay. Donc, voilà, c'est pour ça que nous, on a choisi Oscar pour le coup, pour ne citer que. Ça a été le premier choix. Le deuxième choix, c'était la facilité aussi de prise en main de l'outil. On savait qu'on allait avoir plusieurs services qui pouvaient potentiellement manipuler l'outil plus tard. Donc, on voulait une facilité de prise en main. Et il y avait différents champs qui nous importaient. Nous, on utilise le champ recrutement. On utilise aussi le champ prescripteur, pour en parler peut-être plus tard. Donc, voilà. Donc, on avait un certain nombre de prérequis à avoir dans ce choix de CRM. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien comme ça. On est encore très satisfait. Donc voilà comment on a choisi notre outil CRM. Super, merci Magali. J'en profite pour faire remonter une question qui est dans la thématique. On a Émilie qui nous demande, est-ce que les CRM recrutement étudiants alumni entreprises peuvent être liés? Peut-être que Florence, tu peux nous faire un match-up de tout ça. Je n'oublie pas la question d'Ensup, je la garde pour la suite. Puisqu'on va avoir ces petites thématiques après, je l'ai noté. Alors oui, bien sûr, le but, c'est de lier les choses, sinon ce serait pas très rigolo, puisque un alumni, par défaut, fait partie des effectifs d'une entreprise. Donc la communication auprès des alumni, ça peut également être pour des sujets tels que la taxe d'apprentissage, pour le placement d'alternants, ou même, pourquoi pas, pour commercialiser la formation continue. Donc oui, on peut faire des liens entre les bases de données, justement, pour faire en sorte de préciser des opportunités qu'on va avoir entre différentes typologies de publics. De même, un étudiant, un prospect, qui est dans une base de données recrutement, après va devenir étudiant. Donc là, on va pouvoir transférer le jeune pour conserver son historique d'une base de données à une autre. Super. J'espère que ça répond à la question. Merci Florence, je pense que ça répond totalement à la question d'Émilie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à compléter. Pour reprendre un petit peu le fil de nos échanges, Magali et Aurélie, du coup, une fois que en 2020, on a commencé à mettre en place le CRM, c'est quoi les grandes actions ensuite qu'on met en place quand on est Luco? Qu'est-ce qu'on insuffle avec ce CRM? Qu'est-ce qui change? Alors, du coup, depuis 2020, on a utilisé donc le CRM Oscar Campus sur notamment la base prospect. Donc, on gère tous nos événements, les journées portes ouvertes, les salons, les forums dans les lycées, tous les leads également que l'on peut recevoir à partir des sites de référencement ou de notre site internet. Et à partir de là,
on met en place des campagnes d'emailing et SMS. Donc, en moyenne, on fait une vingtaine de campagnes emailing par an. Et en moyenne, un prospect reçoit, on va dire, une bonne dizaine d'emailing sur une année. Sur les différents types d'emailing qu'on peut envoyer, ça va être soit pour pousser une formation en particulier, communiquer bien entendu sur nos événements, les journées portes ouvertes, les journées d'immersion qu'on peut proposer, une confirmation à l'inscription à un événement, un envoi automatique, on en parlera tout à l'heure sur les actions automatiques, mais on fait aussi des actions automatiques. Dès qu'un prospect en fait arrive dans notre base de données, il y a un email qui lui est envoyé automatiquement. On est aussi donc un établissement qui est sur Parcoursup, donc on va parler aussi des vœux sur Parcoursup. Et la nouveauté depuis l'année dernière, c'est qu'on met en place ce qu'on appelle nous des newsletters de fidélisation, parce que vu qu'on est lié au calendrier Parcoursup, à partir de là, fin mars, enfin même début mars, on n'a plus de contact en fait avec les lycéens, notamment ceux qui sont en terminale. Donc on a souhaité mettre en place et continuer à avoir cette relation avec eux en mettant en place des newsletters thématiques de fidélisation pour mettre en avant nos différents services. Et donc pour revenir sur les différentes actions, on fait aussi des campagnes SMS, donc on en fait une dizaine sur l'année. Les SMS, on les utilise plutôt pour l'événementiel, pour inviter, comme Florence ou Édouard vous l'avez précisé, inviter à un événement ou confirmer une inscription. C'est ce qu'on utilise pour la partie SMS. Et depuis l'année dernière, depuis cette année, on utilise la base prescripteur, qui nous permet de contacter justement, d'avoir toute notre base de lycées avec qui on est en contact et chez qui on va ou on souhaite faire des forums, en tout cas présenter nos formations. La base aussi de CIO et de coach en orientation, et ça nous permet en fait d'avoir les différents contacts dans ces établissements ou ces centres, et ensuite de les relancer, se mettre des tâches à effectuer, et ça on l'utilise depuis cette année. Donc on souhaite développer encore plus ces fonctionnalités sur l'année à venir. Super, merci Aurélie. Du coup, j'en profite pour essayer de remonter la question de tout à l'heure sur WhatsApp. Est-ce que vous, Luco, vous utilisez WhatsApp, ou c'est des choses que vous avez mis en place? Pas encore? Parce que la question était, avez-vous des retours d'école concernant cette partie-là? Non, alors non, malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à cette question-là. On n'utilise pas WhatsApp, nous, à Luco. Ok, très clair. Florence, peut-être, si tu veux ajouter des choses sur cette partie WhatsApp, même si on a déjà beaucoup... Bien sûr que j'ai des retours sur cette partie-là. Donc, le WhatsApp, c'est vraiment du conversationnel. Donc, c'est vrai que le SMS, comme le disait Aurélie, c'est utilisé plutôt comme une notification. On n'attend pas un engagement de la personne qui est en face en termes d'échange. Alors que sur WhatsApp, c'est vraiment à ce niveau-là que ça va se jouer. Donc, les retours que j'ai eus, c'est que c'est quand même très intéressant comme support, puisqu'on est capable d'identifier facilement qui est réellement intéressé par l'établissement et qui ne l'est pas. Donc, d'écarter les curieux pour que les conseillers ne passent pas de temps dessus, mais passent du temps avec les personnes qui sont toujours dans leur projet. Donc, ça ressemble, ma perception, c'est que c'est plus une façon de les filtrer, de nourrir le lead dans le sens, le requalifier correctement sur certaines OP ou carrément l'écarter. Ok, du coup, j'enchaîne sur les petites questions qui sont très orientées là-dessus, comme ça on pourra passer après. Et on me demande du coup en quoi il y a la différence entre SMS et WhatsApp, mais tu viens d'y répondre, Florence. Et la deuxième question était, est-ce que vous avez des difficultés à récupérer les numéros de téléphone? Et cette question, je pense, peut aussi se poser à Aurélie Magali. Est-ce que c'est difficile de capter des numéros d'étudiants aujourd'hui? Alors, non, c'est pas si difficile que ça. On s'était même mis un peu nous-mêmes des barrières là-dessus au départ, en se disant, oh là là, non, on va pas aller aussi loin, c'est un peu intrusif, on va pas demander les numéros de téléphone. On a mis du temps à assumer le fait qu'on demande les numéros de téléphone. Mais finalement, je crois que c'est nous qui nous mettons aussi quelques barrières, parce qu'on a quand même beaucoup de candidats, des lycéens qui nous les donnent sans souci. En fait, c'est la manière dont on l'amène, je crois, quand on va récupérer la donnée. Souvent, nous, quand on récolte la donnée, c'est qu'avant, il y a eu donc tout un discours avec le candidat. On a échangé, on est sur un salon, sur un forum, sur une
que sais-je, sur une JPO. On est au bout de notre, on va dire, notre discours. On lui parle des JPO, on lui parle des journées testées de l'université, notamment. Donc, nous, c'est des journées d'immersion qu'on organise. Et là, tout de suite, c'est des moments qui accrochent vraiment beaucoup plus dans l'échange. Et souvent, voilà, c'est le levier qui nous permet à la fin de récolter en disant, bon, bah, si vous voulez être informé très vite des dates, du programme, on a besoin de vos coordonnées. Et c'est assez rare qu'ils nous refusent. Après, s'ils nous le refusent, bien évidemment, il n'y a pas de pression aucune. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on a un bon taux d'ouverture on a un meilleur taux d'ouverture sur les campagnes SMS, d'ailleurs, que sur les campagnes emailing. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est peut-être partagé avec d'autres collègues ici présents là, dans ce webinaire, mais c'est vrai que les SMS fonctionnent plutôt bien. C'est ce qu'on voit en tout cas dans l'étude. Mais vas-y, Florence. Je vais compléter un point aussi sur les numéros de téléphone. Il faut à un moment aussi dissocier le lead du prospect. C'est-à-dire qu'il y a certains canaux d'acquisition où on peut se dire « je n'ai pas besoin d'avoir le numéro de téléphone parce que ce n'est qu'une demande de documentation, par exemple », mais se dire qu'à la phase journée porte ouverte, inscription à cette JPO, je vais commencer à demander le numéro de téléphone parce que c'est déjà plus engageant de venir rencontrer l'école. Ça prend du temps. Enfin, voilà, c'est une démarche qui est différente de la demande de doc. Donc, à un moment, dans les process, on peut aussi se dire, j'acquiers des leads via mon site internet, via du nomade éducation, via du Diplôméo. Je n'ai pas besoin de la donnée téléphone, mais lors de l'inscription à ma JPO, pour nourrir mes fiches contacts, là, je vais compléter avec cette information, ne serait-ce que pour pouvoir relancer la veille de la JPO, un petit SMS avec l'adresse, etc. Super. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui sont sur d'autres parties. Je les garde pour après, Isabelle et je pense l'équipe FEDUC. Il n'y a pas de souci. Elles sont là, elles sont notées. Je les conserve. On va essayer de reprendre notre fil. Du coup, une fois qu'on a ces grandes actions, aujourd'hui, comment on gère ce cycle de vie du candidat un petit peu que Florence vient d'introduire et comment vous gérez ça au sein de l'UCO, notamment avec toute cette partie où on perd le prospect pendant la partie Parcoursup? Oui, c'est vrai qu'on a la difficulté avec Parcoursup. Voilà, on le travaille vraiment jusqu'au mois. On va dire le prospect, le candidat, on le travaille, c'est-à-dire qu'on lui envoie, il est sujet à nos communications généralement jusqu'en mars, et à un moment donné, on le perd parce que on ne peut plus communiquer avec lui. Les données sont complètement anonymisées parce que nous sommes des formations non sélectives, donc il n'y a pas de démarche de concours ou de ce type-là. Donc on le perd un peu jusqu'à ce qu'on récupère, on va dire, son information quand il a accepté définitivement notre proposition. Donc ça, c'est généralement c'est qu'à partir de la fin mai, début juin, quoi. Donc c'est là éventuellement qu'on peut après faire nos rapprochements entre le prospect qu'on a rencontré en amont sur les différents événements ou sur le digital et celui qui finalement va accepter notre proposition. Donc c'est plutôt à ce moment, on va dire en fin de campagne, toute fin de campagne en juillet, qu'on commence à faire nos rapprochements et nos bilans pour calculer nos taux de transformation, quoi. Mais c'est vrai que notre cycle de vie du candidat, quand il est dans le CRM, il passe de prospect finalement chez nous quasiment à automatiquement inscrit, mais il y a pas toute la démarche de candidat au milieu. Peut-être qu'Aurélie, tu peux en dire davantage sur l'archivage, sur ce qu'on fait en fait des contacts après. Exactement. Donc, comme Magali l'a précisé, on va dire qu'à partir de juin, juillet, on bascule tous les candidats où on sait qu'ils vont s'inscrire chez nous, on les bascule en statut inscrit. Et donc pour préparer la nouvelle année de promotion, on fait un archivage des contacts et donc depuis 2 ans, on a décidé de conserver en fait les contacts, enfin jusqu'ici en fait jusqu'à il y a 2 ans, on conservait tous les contacts qui étaient uniquement pré-bac, donc seconde, première, terminale, qu'on basculait sur l'année suivante. Mais tous les autres contacts qu'on avait post-bac, ils étaient tous archivés. Sauf que depuis 2 ans, on s'est dit on va les conserver parce que ça peut aussi être potentiellement des futurs étudiants pour des formations en master ou licence 2, licence 3. Donc, on a décidé de conserver ces prospects, ces leads. Et aujourd'hui, on archive uniquement donc, les contacts qui ont un statut inscrit parce que ils sont déjà chez nous, donc on a déjà leurs coordonnées, nous, dans notre base à l'UCO. On archive aussi les contacts où on n'a pas le niveau d'études qui est complété.
ça peut être un oubli ou le prospect ne l'a pas renseigné. Donc, si on n'a pas l'information, pour nous, il y a pas d'utilité à le garder. Les contacts qui ont été créés sur les campagnes marketing, du coup, il y a plus de 3 ans et les contacts qui ont été créés, ou qui ont ouvert aucun mail ou participé à aucun événement sur la campagne que l'on clôture. OK, super clair. Merci à toutes les 2 pour ces réponses. Ça répond en partie à la question, d'Isabelle sur justement, enfin la question de Feduk sur, comment est-ce qu'on va gérer les différentes bases et comment est-ce qu'on migre. Peut-être que Florence, elle peut nous en dire un petit peu plus sur, justement comment est-ce qu'on passe d'une base prospect client à une base, étudiant, qui reste, actif. Et il y a une autre question qui est un peu plus précise, mais qui je pense, est intéressante pour tout le monde, posée par Isabelle sur justement comment est-ce qu'on gère l'unicité d'un contact? C'est quoi l'ID qui fait qu'on n'a pas 2 fois le même prospect, une fois qu'on les réconcilie? Alors, pour la première question, sur Oscar CRM, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place la possibilité d'avoir plusieurs bases de données distinctes pour isoler les segments de population. On va pas mélanger des torchons avec des serviettes, hein. Là, c'est chez tout le monde pareil. Donc, on les isole, mais on a mis en place une action de transfert de contact d'une base de données à une autre, ce qui permet de transférer une fiche d'une base vers l'autre, avec la possibilité même de la conserver dans la première base. Ça, c'est très utilisé notamment sur des écoles qui ont différents sites en France, mais qui ne veulent pas que les utilisateurs voient les contacts du copain, où on va avoir par exemple Bordeaux qui a sa propre base, Paris qui a sa propre base, mais si le contact finalement de la base de Paris veut aller dans l'école de Bordeaux, Paris va pouvoir transférer la fiche à Bordeaux sans ressaisie manuelle, sans rien, tout se fait automatiquement. Voilà, donc c'est en termes d'architecture, lors de la réflexion du paramétrage du logiciel, qu'on va soulever ces questions et voir comment est-ce qu'on oriente le paramétrage. On pourrait croire en travaillant dans l'enseignement supérieur que toutes les écoles, c'est pareil. Non, chaque école a son propre sujet, sa propre problématique, et je peux vous assurer qu'il y a autant de paramétrages qu'il y a d'écoles, puisque vos visions sont toutes très très différentes, avec derrière une culture d'entreprise qui est très différente et une vision qui est différente. Et c'est ça qui est très très sympa quand on bosse dans le secteur. Pour la deuxième question, sur l'unicité des contacts, c'est très simple, hein, on détecte les doublons automatiquement. Sur quels critères? Sur l'adresse email, parce qu'en général, c'est la donnée qu'on est sûr à 100% d'avoir, mais également sur le nom et le prénom, parce que si jamais on passe à côté de cet email, on a aussi ce filtre nom-prénom. En revanche, attention, là, le nom-prénom, on peut avoir des homonymes également. Donc, c'est pour ça qu'en général, on recommande de fusionner les contacts. Donc, on a un petit bouton fusion. On voit les 2 fiches en mode miroir. On peut sélectionner les informations que l'on souhaite conserver. Et en fusionnant, les historiques vont s'imbriquer l'un dans l'autre pour bien avoir la traçabilité de tout ce qu'on a fait avec ce contact. Voilà, ça se passe un petit peu comme ça. Alors après, bien évidemment, il y a des règles prédéfinies, on garde la date de création la plus ancienne, etc., etc. Super, merci Florence. Pareil, je continue de garder les questions de côté, on continue d'avancer, pour en savoir un petit peu plus concrètement ce qui se met en place, chez Luco. Du coup, s'il y avait des actions marquantes à identifier, c'est quoi un petit peu vos derniers projets, les choses qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné? Qu'est-ce que vous avez à nous raconter, de votre côté? Alors, on La a nouveauté. Aurélie, je te laisse démarrer sur Ouais. l'automatisation des campagnes peut-être. Exactement. On vous en a parlé tout à l'heure, très rapidement. Du coup, depuis cette année, on a mis en place les actions automatiques. Alors pas encore les scénarios, mais c'est l'objectif de la prochaine année. Mais en tout cas, les actions automatiques, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a un nouveau prospect que l'on a rencontré sur un salon, un forum dans un lycée ou bien, qui a fait une demande d'information sur un site de référencement, automatiquement, donc quand on paramètre nos tablettes qui sont du coup ensuite basculées sur le Oscar Campus. Automatiquement, ces contacts reçoivent un mail de notre part avec notamment nos dates de journée portes ouvertes, nos journées d'immersion, pardon. Et du coup, ça permet en fait d'avoir un premier contact avec ces prospects et de communiquer sur nos événements clés à Luco. OK, donc gros sujet, automatisation, C'est ça.
des différentes campagnes et scénarios d'automatisation. Je pense que c'est des notions que vous commencez tous à entendre un peu à droite à gauche. C'est des choses qui marchent très bien. Et du coup, est-ce que Magali, vous avez d'autres parties à rajouter? Alors, ce qui peut être marquant pour nous, c'est aussi l'usage qu'en fait nos équipes du RI, donc recrutement international, qui depuis cette année vraiment prennent en main aussi le CRM. Jusqu'à présent, ils ne l'utilisaient pas tellement. Là, ils ont vu l'intérêt pour eux de structurer et de professionnaliser leur activité. Et puis eux, ils ont un sourcing qui est très très important avec Campus France que nous, on n'a pas le droit d'avoir avec Parcoursup. C'est, on va dire, le pendant. Donc ils peuvent effectivement de Campus France injecter de la donnée dans leur CRM, hein, donc des candidats qui ont fait part de leur souhait d'intégrer l'UCO. Donc ça ça nourrit vraiment leur base de données de candidats. Ils ont également mis en place des actions automatiques aujourd'hui selon l'origine du candidat, selon le pays d'où il est issu, pour avoir une communication vraiment dédiée. Donc là, on touche à la communication interculturelle, donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nos collègues des RI de l'international utilisent, on commence vraiment à exploiter à fond l'outil. Et puis, l'autre action marquante, c'est que l'an dernier, nous avons vraiment déployé la base prescripteur qu'on n'avait pas pris au départ, qui nous permet aussi d'avoir un suivi beaucoup plus fiable, avec des deadlines de relance quand c'est nécessaire auprès des lycées, des établissements qu'on sollicite régulièrement, quoi. Ok, très clair. Du coup, on parle beaucoup d'automatisation depuis quelques minutes. C'est vrai que le CRM nous permet de gérer beaucoup plus de volume et de gérer beaucoup plus de scénarios. Comment est-ce qu'on gère ce ratio entre l'automatisation et l'humain? Comment est-ce qu'on garde une place aux équipes, aux personnes qui sont derrière et à l'humain dans tout ce processus? Je pense pas que c'est parce qu'on automatise que nos actions qu'on exclut l'humain. Je trouve qu'au contraire, à partir du moment où on automatise et où en tous les cas on préparamètre les communications qu'on veut en fonction de l'origine du candidat, on a une communication qui est beaucoup plus ciblée. On a un message qui est segmenté, qui est adressé à la bonne personne, et c'est en ça que je trouve que on a un message qui est quand même beaucoup plus humanisé vis-à-vis du candidat. On n'est pas sur un message très généraliste qui finalement ne le concerne qu'à peine. Donc, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Et puis, faut de l'humain derrière pour pouvoir envoyer tout ça et travailler sur tout ça. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Voilà, c'est vraiment, je crois que c'est très complémentaire en fait, tout simplement. Ok, très clair. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, c'est parce que l'on automatise que les équipes ont plus de temps pour l'humain, peut-être. Voilà, c'est une suggestion que nous font. C'est tout à fait vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un gain de temps qui est très important. Ça évite ça évite toutes les tâches un peu chronophages, et donc ça laisse le temps après, en effet, d'aller aussi rencontrer nos candidats en direct et en présentiel, quoi. Super. J'en profite pour vous rappeler, n'hésitez pas à poser vos questions pour échanger avec nous. Autre point important qu'on entend aussi beaucoup parler en ce moment, c'est ces sujets d'interconnexion, ces sujets d'API. Est-ce que c'est des choses qui vous concernent au sein de l'UCO? On pourra peut-être y revenir aussi avec Florence sur ces gens-là, un point de vue macro côté CRM, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que toutes les galaxies aujourd'hui communiquent? Alors nous, aujourd'hui, la seule interconnexion, que l'on a, c'est, donc tous les contacts, les demandes d'informations que l'on a à partir de notre site internet sont automatiquement rebasculés dans Oscar Campus. Donc ça, c'est quand même un gain de temps, assez important. Aujourd'hui, on n'a pas d'API sinon avec les sites de référencement qui ont été mis en place. Ce que l'on fait, en fait, c'est que chaque semaine, on récupère les leads à partir d'un fichier Excel, sur les différents sites de référencement où on est référencé, et on a une «routine» entre guillemets avec trois petites manipulations pour ensuite les rebasculer dans Oscar Campus, mais on n'a pas encore, mis en place ce système d'API. Mais, c'est vrai que déjà l'interconnexion qu'on a avec le site internet, ça nous permet d'avoir un gain de temps, assez important. Super. Est-ce que Florence, tu souhaites rajouter quelque chose sur cette partie interconnexion et comment du coup, côté CRM,
on va pouvoir venir s'interconnecter et envoyer ou recevoir de la donnée? Justement, le but du CRM, c'est d'éviter d'avoir à ressaisir de la donnée et surtout d'avoir une donnée qualitative, ce qui est un véritable enjeu, puisque quand on ressaisit à la main, par moment, le Gmail se transforme en Gmail, le Hotmail en Otamail. Ce sont des cas réels en investiguant dans les données. Donc c'est vrai que dès le départ, on a créé un moteur de formulaire qui permet de mettre en ligne tous les formulaires web qu'on veut. Une application de saisie pour les salons également, pour là aussi que la saisie soit fluide. Et de plus en plus, on a développé un grand nombre de connecteurs, donc avec Magma, avec Meet Your School, avec Le Figaro étudiant, avec Nomad, avec Diplôméo, avec Civic. Là, nous travaillons même sur un connecteur avec Parcoursup pour que justement on gagne en fluidité là aussi sur la remontée de l'inscription à la fin. Voilà, donc après, c'est jamais magique. Quand on a des API, ça semble des fois être le mot un petit peu « Ah, ils ont une API, c'est bon ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Une API, c'est une porte où c'est comme un peu en électricité. Quand on veut mettre un plafonnier au plafond, où il y a des fils qui sortent, il faut mettre un domino ou il faut plugger le machin pour l'ampoule. Vous voyez, je suis pas du tout technicienne. Pour que ça puisse fonctionner. Donc, il faut toujours qu'il y ait un couillon qui fasse la petite brique, qui fasse le lien entre les deux API. Donc, de plus en plus, on essaye de standardiser ça pour donner la possibilité aux écoles de plugger tous les sites qui permettent la génération de leads, mais également tout ce qui est ERP en sortie pour là aussi gagner en efficacité. Super, merci Florence pour toutes ces petites précisions. J'ai gardé les petites questions un peu techniques pour la fin. On se rapproche doucement des 10 petites dernières minutes, donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à nous partager, c'est maintenant. Pour conclure un petit peu toute cette parenthèse, c'est quoi un petit peu les prochains sujets en termes de projection, en termes de CRM au sein de Luco? On a déjà commencé à parler des sujets d'automatisation qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Ça veut dire quoi et c'est quoi les autres topics? Alors effectivement, on a parlé de l'automatisation, la mise en place des scénarios. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore complètement exploitées et qui nous permettraient aussi encore de gagner du temps. Je ne sais pas si Aurélie, tu veux donner un mot sur la distinction entre ça, les scénarios et les actions automatiques peut-être? Les actions automatiques, c'est comme le nom l'indique, action automatique, c'est une action qui part automatiquement vers soit une typologie en fait de contact dans Oscar Campus, donc un inscrit, un prospect, un candidat, ou ça peut être aussi en fonction d'un plan marketing. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, c'est le choix qu'on a fait. On a la typologie, un prospect qui vient d'un plan marketing, par exemple, un salon type. Et les scénarios, c'est plusieurs actions qui s'enchaînent. Par exemple, une première action avec un emailing et ensuite à J+7 après cet emailing, il y a une relance qui est envoyée automatiquement sur les non-ouvreurs et encore J+7 après une campagne SMS et après, il peut y avoir encore d'autres actions qui s'enchaînent. Aujourd'hui, sur les scénarios, c'est vraiment un des objectifs pour l'année prochaine, c'est de développer cette fonctionnalité-là à Luco. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps en amont de le faire. En fait, il faut se prendre ce temps quand on est un peu plus quand on sort un peu de la période de promotion et qu'on est un peu plus au calme. Ça prend du temps à faire, mais je pense que c'est un gain de temps pour l'après. Ça suppose aussi de bien segmenter, bien connaître ses cibles. Et c'est aussi, dans les projections, aujourd'hui, je pense qu'on le sait tous, on est dans un marché qui va se tendre de plus en plus. La fameuse vague démographique qui tend à se baisser en ce moment. Donc, nous, en tous les cas, au niveau de notre direction, on a une demande d'avoir une démarche de plus en plus héroïste, donc de savoir évaluer nos campagnes, calculer la rentabilité de nos campagnes, ça devient de plus en plus essentiel, de fournir des indicateurs chiffrés. Et tout ça, c'est évidemment aussi grâce au CRM qu'on peut le faire. Et connaître nos cibles, c'est aussi grâce au CRM qu'on peut le faire. Donc, je pense que la perspective, c'est d'aller de plus en plus dans ce sens-là. Super, merci beaucoup pour
pour tout ce partage d'expérience. Il y a quelques questions que j'ai mis de côté. Je vais en profiter pour les faire remonter. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions avant de partir déjeuner. C'est le moment ou jamais. Et puis, n'hésitez pas, Magali, Aurélie, Florence, s'il y a des sujets que vous vouliez aborder et qu'on n'a pas forcément déroulé, je vous invite à évidemment les aborder. On avait une question assez basique sur le RGPD. Comment ça se passe en point de vue RGPD? Je pense que Florence, peut-être, tu peux nous éclairer là-dessus. Avec plaisir. Le règlement sur la protection des données. Donc le RGPD, en fait, il faut, quand on s'intéresse à ce sujet, dissocier déjà les cibles B2C et B2B, puisque les règles ne vont pas être les mêmes. Sur tout ce qui est B2B, on a le droit de communiquer sur l'adresse mail d'une entreprise à condition que l'objet du mail corresponde au job de la personne. Alors que sur tout ce qui est B2C, là, on va devoir dissocier tout ce qui est prospection et tout ce qui est client, puisque la démarche ne va pas être la même. Sur tout ce qui est prospect, il faut déjà collecter uniquement les données dont on a besoin pour répondre à la demande de la personne. Donc, par exemple, sur une demande de documentation, si on l'envoie par mail, normalement, on n'a pas à demander l'adresse postale de la personne. C'est hors sujet. En revanche, si on souhaite l'envoyer à l'ancienne par la poste, là, oui. Demander une date de naissance sur une demande de documentation, c'est pareil, c'est hors périmètre. Sur la conservation de ces données de prospects, le RGPD dit qu'il faut ne plus communiquer sur ces personnes, même effacer l'intégralité de leurs données 3 ans après la dernière interaction qu'on a eue avec l'individu. Donc, par exemple, si j'envoie un email à Édouard, qu'il clique sur un lien, là, le compteur de 3 ans va se remettre en place. En revanche, s'il me fait couvrir le mail, mon compteur de 3 ans ne se remettra pas en place. C'est vraiment suite à sa dernière demande, un dernier appel téléphonique que j'aurai avec, une visite sur un salon, une JPO. Voilà. Donc tout ça, bien évidemment, dans Oscar, vous avez une alerte qui remonte pour vous indiquer les contacts concernés par ce délai pour pouvoir soit envoyer un email en leur disant bonjour, nous n'avons plus de vos nouvelles, souhaitez-vous maintenir vos données dans notre base? Là, vous les faites cliquer sur un lien, comme ça le compteur va se remettre en ordre et ça vous permet d'épurer les choses de manière intelligente sans se dire bon bah voilà, je supprime tout, au revoir. Ça permet de tenter un dernier truc, même si on en récupère 5%, des fois on est content parce que c'est quand même un investissement. Sur tout ce qui est client, donc à partir du moment où ils vont devenir candidats, quand on a des candidatures au sein de l'école ou quand ils vont être étudiants, là bien évidemment ça ne va pas être 3 ans le délai. Le délai va être bien plus élevé. S'ils sont étudiants, 30 ans après ils vous demandent une copie du diplôme, vous devez toujours avoir leurs données à caractère personnel. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas et ça c'est des choses que vous pouvez définir vous-même. Ce sont des recommandations, mais si vous voulez conserver 5 ans les données de vos prospects, vous avez le droit, mais dans ce cas-là, dans les mentions légales ou dans vos conditions générales d'utilisation, il faut le préciser quelque part puisque ça sort de la recommandation. Mais vous pouvez très bien dire sur votre site, nous gardons vos données durant 5 ans, vous recevrez des emails sur l'école, machin, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Ce n'est pas un souci. Le tout, c'est d'informer les individus. Super, merci Florence pour cette réponse. J'en profite pour du coup faire un peu la promo sur notre étude, puisque vous allez tous la recevoir, mais il y a un petit encart bien spécifique qui reprend tous ces points importants, un petit to-do pour vous. On a une autre question qui est très intéressante de NSUP, et qui est, je pense, plutôt pour Luco, mais avec ces campagnes SMS, emailing qui sont de plus en plus importantes, est-ce que vous continuez à réaliser des campagnes téléphoniques, sachant que les jeunes ayant de plus en plus de mal à décrocher le téléphone? Est-ce que déjà c'est quelque chose que vous faisiez avant? Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez à faire? Et si c'est pas le cas, peut-être que Florence, qui a une connaissance un peu plus large, peut nous aiguiller. Alors non, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on fait. On a tellement de formations différentes, et de contacts dans notre base de prospects que devoir, relancer, individuellement chaque prospect, à nous 2, on n'y arriverait pas. Mais
la nouveauté là depuis quelques mois, c'est qu'on a mis en place donc la solution Magma, qui permet du coup à nos étudiants ambassadeurs d'être en contact en fait avec les étudiants, les futurs étudiants et qui souhaitent, donc ils peuvent échanger téléphoniquement avec ces futurs étudiants. Mais aujourd'hui, effectivement, même là, on s'est rendu compte avec les différents échanges que nos étudiants ambassadeurs ont eus avec les futurs étudiants, ils échangent très, très peu par téléphone. Ça va être via les applications Messenger, WhatsApp, voire par audio, mais message audio, mais interféré. C'est pas téléphoniquement en direct. Donc on voit qu'on a vraiment une utilisation totalement différente des appels téléphoniques. Exactement, c'est de plus en plus compliqué de parler de vive voix avec un jeune, même s'il y a de plus en plus d'outils de communication. Merci tout le monde, merci à toutes déjà pour votre participation aujourd'hui, pour avoir pris la parole. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui viennent parler au sein de notre collectif. Donc, je tiens au nom de toute l'équipe à vous remercier toutes les deux d'être là aujourd'hui. Merci à vous tous et toutes d'avoir pris le temps avant d'aller déjeuner pour venir participer et poser vos questions. Ça permet d'avoir un débat assez animé et on vous en remercie. Et puis, je vous donne encore une fois rendez-vous dans quelques mois, en juin, pour la conférence. On vous enverra encore une fois les informations par email. La matinée de conférence qu'on va essayer d'organiser 2 fois par an, une fois en décembre, une fois en juin, pour se voir en vrai. Voilà, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une très agréable journée. Bon appétit pour ceux qui sont déjà partis manger ou en train de partir manger. Et puis encore une fois, merci à tous, toutes pour votre participation et à bientôt.